Bonjour Claire. Bonjour. Écoute, pour l'instant, nous avons avec nous David qui est présent avec nous, mais pour l'instant, c'est le seul participant. Oui. Et donc, j'attends encore quelques minutes avant de lancer la session. J'ai relancé ce matin les personnes, mais c'est vrai que c'est assez compliqué les webinaires en ce moment. Ouais, il y a une petite surcharge d'informations et de formations à faire. Exact. Mais bon, les gens devraient arriver petit à petit. On va Ça attendre marche. 11h05 et puis on démarre. Désolé pour ceux qui sont déjà présents. Donc, merci Laurent et merci David d'être déjà présents. On attend juste les derniers participants. On démarrera à 11h05. Ça marche. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. On démarre dans quelques instants. On attend les derniers participants. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer, si vous êtes d'accord. Je vous annonce que j'ai déjà lancé l'enregistrement de cette session hein, pour toutes les personnes qui désireraient revoir cette session en replay. En attendant, je vais tout simplement partager mon écran et l'on va pouvoir démarrer tout de suite. Voilà, donc là, normalement, vous devriez tous bientôt me voir et m'entendre. Voilà, donc bonjour à toutes et tous hein, et bienvenue à ce troisième volet du Channel Connect hein, consacré à Windows Server 2019. Nous allons aborder plusieurs sujets concernant Windows Server 2019. Déjà, bien évidemment, vous donner un peu de contexte hein, par rapport aux opportunités marché liées, bien évidemment, à la fin du support de Windows Server 2008 et 2008 R2. Nous verrons comment, avec Jonathan Dos Santos, hein, qui est notre spécialiste infra, qu'est-ce que Azure Stack HCI déjà dans un premier temps, quels bénéfices cela apporte aux entreprises et surtout dans cette période où le télétravail est de mise. Comment aussi, pour vous, chers amis revendeurs, comment licencier correctement un serveur, donc tout le principe autour des cœurs par processeur et des processeurs par serveur. Donc tout ça sera expliqué par Jonathan Dos Santos. Donc on a eu la chance hein, de l'interviewer ces jours précédents. Malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin, mais en tous les cas, on a toutes les ressources et tous les contenus pour vous expliquer tout ça. Et on finira, en tous les cas, sur la partie véritablement matérielle, hein, Windows Server 2019, matériel logiciel, sur comment générer du revenu supplémentaire avec les CAL, les licences d'accès client. Et bien évidemment, Claire Grandjean, qui est encore avec nous ce matin, avec qui j'ai eu la chance de déjà organiser la session Office et Windows, nous partagera une vue du marché autour donc de la fin de support et des opportunités marché qui y sont liées. Donc, bien évidemment, pour commencer, ce que je vous propose, hein, c'est un peu de contexte par rapport à aujourd'hui, quels sont les besoins, ou en tous les cas, là où les entreprises veulent investir massivement. Bien évidemment, de plus en plus d'entreprises hein, se voient investir dans ce qu'on appelle des data centers hybrides, donc véritablement avoir une approche hybride entre les installations on-premise, telles que Windows Server 2019 avec des solutions comme Azure Stack HCI, mais ces solutions doivent faire le lien avec le cloud, hein, quel que soit le cloud public ou cloud privé, pour justement avoir cette possibilité d'avoir véritablement une infrastructure hybridée qui permet de répondre aux attentes de nos utilisateurs, aux attentes des administrateurs IT et de pouvoir hein, tout simplement sizer en fonction des besoins et de l'activité le serveur, en tous les cas les infrastructures, comme l'entreprise le désire.
La sécurité, vous le savez, ça reste le nerf de la guerre pour toutes ces entreprises. Aujourd'hui, une entreprise sur 5 qui a perdu ses données informatiques à la suite d'un piratage informatique a fait faillite dans les 6 mois qui suivent. Donc, il est véritablement important de fournir à toutes ces entreprises une sécurité renforcée, et ça passe par plusieurs aspects qui existent autour de Windows Server 2009, donc Microsoft Defender ATP, Exploit Guard, etc., qui permettent, je dirais, dans la majeure partie des cas, de bloquer les virus, d'anticiper cela grâce à l'intelligence artificielle et d'analyser les comportements les plus couramment utilisés lors d'attaques de malware, ransomware. Donc tout ceci est bien évidemment géré dans Windows Server 2019, et l'avantage aussi de Microsoft Defender, pardon, le nom a changé récemment, c'est que c'est une solution commune à Office et aussi à Windows. Donc c'est la première fois que Microsoft se donne une solution commune antivirale qui est de plus en plus appréciée par nos utilisateurs et qui véritablement est une solution antivirale très très performante. Je vais juste repasser sur mon slide, pardon. Donc, vous l'avez compris, depuis hier, je joue avec mon fond vert, donc je suis sur un fond vert. Développeurs de technologie, ce qu'on remarque aussi, c'est que l'utilisation des conteneurs est à la hausse. Donc, les conteneurs, vous connaissez peut-être, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle, ça passe par la technologie Docker, ça permet tout simplement de pouvoir faire profiter des applications traditionnelles de tous les aspects d'une application containerisée, donc plus facilement scalable, plus facilement surtout mise en production. L'avantage, je dirais, des conteneurs, surtout lorsqu'on est développeur, c'est quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, on est dans le même environnement que celui de production. Donc, on soit en phase de test, crashing, bêta testing, développement. Une fois qu'on a développé notre app, elle fonctionnera aussi en production puisqu'on est vraiment avec le même outillage. Et tout ceci permet un gain de temps supplémentaire pour à la fois les développeurs, mais ça permet aussi de pouvoir lancer des applications, de pouvoir les killer si celles-ci ne fonctionnent pas, beaucoup plus aussi rapidement. Donc ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle Windows Server 2019 va répondre justement aux attentes de nos utilisateurs, et on le verra par la suite. Et puis surtout, le dernier point, et qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle les infrastructures hyper convergées. Donc Azure Stack HCI, par définition. Jonathan Dos Santos nous fera un plaisir de nous expliquer ce qu'est Azure Stack HCI aujourd'hui. Mais clairement, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui Azure Stack HCI? Ce sont des solutions déjà beaucoup moins encombrantes, beaucoup plus performantes, et qui permettent véritablement de s'ajuster par rapport à l'activité de l'entreprise et pas être bloqué par des solutions, je dirais, traditionnelles que vous connaissez, des solutions SAN, qui sont quand même beaucoup plus rigides que ce qui existe dans le monde des infrastructures hyper convergées. Et aujourd'hui, en termes de tarifs, moi je sais que quand j'ai commencé à parler des infrastructures hyper convergées il y a 2-3 ans maintenant, les coûts étaient très importants, les coûts d'investissement. On ne trouvait pas de solution à moins de 40-50 000 euros. Aujourd'hui, on arrive à des solutions de nœuds à partir de 15 000 euros. Donc, vous voyez, petit à petit, la technologie, en tous les cas, les prix de la technologie sont en train de redescendre, ce qui permet à toutes les entreprises, clairement, de pouvoir utiliser ce type de technologie. Donc, voilà un peu pour le contexte. Et justement, par rapport à ce contexte, Microsoft répond justement avec Windows Server 2019. Et puis avant de passer à l'interview de Jonathan Dos Santos, et on aura l'occasion d'aborder cette partie avec Claire à la fin de notre présentation. Mais aujourd'hui, on a à peu près 600 000, je dirais, instances serveurs qui tournent encore sur Windows Server 2008 et 2008 R2. Donc, encore une fois, et version antérieure même. Et donc, on a véritablement une énorme opportunité marché liée à cette fin de support, parce que vous le savez, une fin de support, ça veut dire quoi? Bien évidemment, des problèmes de sécurité, puisque nos clients ne seront plus protégés. Microsoft ne proposera plus de patch de sécurité autour de Windows Server 2008 et 2008 R2. Donc, vos clients qui utilisent encore ce type de solution peuvent être exposés bien évidemment à des failles de sécurité et puis des opportunités d'innovation manquées qui sont importantes, 2008 à 12 ans maintenant. Donc forcément, toutes les technologies qui permettent aux entreprises d'être mieux protégées, plus productives, etc., ne sont pas présentes sur 2008. Et donc forcément, cela peut gréver l'activité de nos utilisateurs. Voilà pour cette introduction. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir Jonathan Dos Santos, qui est notre spécialiste infrastructure et réseau
au sein de la division DPSS, donc anciennement OEM chez Microsoft. L'idée aujourd'hui aussi, c'est notre volonté, c'est aussi de créer une communauté serveur avec vous, chers amis revendeurs. Donc, on aura l'occasion d'en parler un peu plus longtemps, on aura l'occasion de communiquer auprès de vous justement autour de cette communauté serveur, justement pour pouvoir échanger entre nous, pouvoir partager les best practices, pouvoir répondre aussi aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Donc tout ceci est dans nos, je dirais, dans les plans que nous avons actuellement avec Jonathan Dos Santos. Donc on se fera un plaisir de revenir vers vous à ce sujet. En attendant, ce que je vous propose, c'est de découvrir tout simplement Jonathan. Jonathan, est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être pour nos... Alors il n'est pas là, mais on fait comme si. Est-ce que tu peux te présenter pour nos partenaires? Alors, Jonathan, es-tu avec nous? Ça avait l'air de se... Alors, attends. Ça avait l'air de se lancer, Ouais. mais ça ne s'est pas lancé. C'est pas grave, sinon on va faire ça autrement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire ça juste. J'avais prévu une solution de backup parce que parfois la vidéo, quand on est sur ce type de setup, ça ne marche pas forcément. Donc, bien évidemment, cette fois, pas bête la bête, j'ai prévu une solution différente. Donc, je vais tout de suite vous proposer de vous partager mon écran. Alors, malheureusement, vous ne me verrez plus, mais on va pouvoir continuer. Et dans ce cas, on va pouvoir lancer la vidéo de John. Je pense que comme ça va marcher. Je partage juste avec vous le son et on est parti. Bon, cette vidéo de présentation de John ne fonctionne pas, c'est pas grave, la prochaine fonctionnera. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Jonathan. Donc, Jonathan est notre spécialiste serveur dans la division DPSS. Il gère la partie, bien évidemment, Windows 2019, tout ce qui est relié à Windows Server 2019, comme bien évidemment l'implémentation de ces solutions, le licensing, la gestion des cales, la gestion d'infrastructures, etc., etc. Donc, c'est véritablement notre spécialiste. Et justement, par rapport à ça, Jonathan, est-ce que tu peux nous parler, dans ce cas, parce qu'on n'a pas eu la chance de voir ton introduction, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est tout simplement Azure Stack HCI? Alors, oui, effectivement, je peux vous expliquer Azure Stack HCI, notamment comment ça fonctionne et pourquoi surtout. Tout d'abord, la chose qui peut paraître assez simple, c'est le gain d'espace. Il faut se dire que au lieu d'avoir une salle qui va faire peut-être 50 mètres carrés, via... Ah, excusez-moi, le son a disparu. Via une solution HCI, vous allez vous retrouver avec simplement un placard où on va rencontrer, et là encore c'est assez grossier parce qu'il faut quand même une climatisation derrière, mais en somme vous allez vous retrouver avec peu d'espace pour une solution hyper convergée. Donc Azure Stack HCI, c'est en soi pour se dire qu'on va tout réunir dans un ensemble, dans une unité. Quand je parle d'infrastructure traditionnelle, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec plusieurs switches qui vont être dédiés simplement au réseau de l'entreprise. On va avoir également des serveurs pour le cluster de virtualisation. Et on va avoir des réseaux qui vont être dédiés aux SAN, pour les baies de stockage. Et on va avoir un cluster de baies de stockage qui vont garder en fait toutes vos datas, qui vont gérer vos datas. Et en soi, ça fait plusieurs niveaux. Et tous ces niveaux, il faut pouvoir les gérer. Et la plupart du temps, tous ces niveaux ont eux-mêmes en fait une gestion indépendante de l'autre. Donc en soi, ça fait beaucoup de monitoring à avoir sur plusieurs niveaux. L'hyperconvergence vous permet d'avoir une seule et même console de monitoring. Ça vous permet de pouvoir tout réunir et de contrôler toute panne, toute configuration sur un même ensemble. Et de là, on peut dire que l'hyperconvergence réunit tout ce qu'on avait sur une infrastructure traditionnelle. Donc, c'est notamment un gain de place, oui, mais aussi un gain d'économie en termes de matériel, parce qu'on se retrouve vraiment avec un matériel, beaucoup moins de matériel qu'on aurait pu avoir avant. C'est plusieurs détails à retenir, à prendre en compte, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler.
Azure Stack HCI, c'est un peu plus que ça. C'est notamment se dire que, eh ben, en soi, Windows Server 2019 vous donne la possibilité d'avoir une hyperconvergence accrue sur votre infrastructure. Mais concrètement, Azure Stack HCI va venir réunir votre cluster de virtualisation, votre stockage et votre networking. Tout ça est compris dans la solution Windows Server 2019. On a la possibilité de pouvoir gérer tout ça à partir de Windows Server 2019 Data Center, pour aller plus vite. Et on va pouvoir gérer pour un monitoring de l'ensemble de notre unité via Windows Admin Center, qui est totalement gratuit et qui arrive avec Windows Server 2019. Et c'est ça qui est vraiment un point supplémentaire à retenir, c'est que sur d'autres solutions, on va devoir prendre une licence sur le logiciel de monitoring qui va pouvoir gérer votre infrastructure. Dites-vous que Windows Admin Center, c'est compris déjà en fait avec Windows Server 2019. Et en soi, ça ne va pas que vous permettre de gérer votre infrastructure Azure Stack HCI, votre solution hyper convergée, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir gérer des infrastructures déjà existantes avec du cluster Hyper-V. Des solutions aussi qui pourraient être dans le cloud d'Azure, et du coup, avec le même outil, en étant chez vous, en étant directement chez vous, vous aurez la possibilité de pouvoir l'état de santé, de gérer vos VM, de gérer l'hardware de vos infrastructures on-premise ou autres, si vous avez, mais en se disant bien que c'est toujours avec le même outil. On ne va pas changer d'outil pour aller gérer le networking ou pour gérer le stockage. Là, il n'y en a plus qu'un. C'est Windows Server Admin, Windows Admin Center, pardon, qui vous permet de pouvoir gérer l'ensemble complet de votre infrastructure. Et là, du coup, en fait, on fait vraiment, on simplifie le tout. Et on se dit que tout ça, on a la main dessus et ça ne nous coûte pas plus cher. D'accord ? Il faut bien se dire aussi que Azure Stack HCI par Microsoft doit être installé sur quelque chose de validé par les partenaires ou les constructeurs comme Dell, Lenovo, Fujitsu, etc. Parce qu'il faut que ce soit un matériel pré-testé où on sait qu'on n'a pas d'instabilité dessus. Donc là-dessus, c'est très important de le prendre en compte. C'est qu'on appelle ça des ready nodes qui doivent être pris, mais en sachant que tout ça est modulable. Donc en soi, en allant chercher du Azure Stack HCI, la solution hyper convergée de Microsoft, on a la possibilité vraiment de pouvoir réunir la complexité qu'on aurait pu avoir sur une infrastructure traditionnelle avec plusieurs gestions, plusieurs applicatifs de gestion qui vont être très conséquents, de pouvoir réunir les pannes qu'on aurait pu avoir sur certains niveaux. Là, on peut tout voir à un instant T et même être alerté par téléphone, mais ça on le verra plus tard. Et là, du coup, on se gagne en simplicité, on se gagne en sécurité et on se gagne en performance de notre équipe de services informatiques. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Quand on parle de Windows Admin Center, en soi, ce n'est pas simplement une console de gestion, d'accord, ou une console de monitoring. Ça va vraiment, vous allez vraiment pouvoir tout voir dessus et bien plus encore. C'est-à-dire que en soi, on va pouvoir l'état de consommation de ressources d'une VM, on va pouvoir voir l'état de santé des disques durs, des cartes réseau. Tout ça, en fait, est un rassemblement d'informations qui sont déjà présentes sur Windows Server. C'est les systèmes log et tout ce que vous allez pouvoir voir dans les events. Mais derrière, vous allez aussi pouvoir prédire quand est-ce qu'une VM va se retrouver saturée. Je m'explique. Vous prenez Windows Admin Center qui va être installé et qui va pouvoir gérer un amalgame de plusieurs informations qu'il y a sur Windows Server. Petit à petit, il va prendre en considération en fait toutes les habitudes de consommation de vos machines virtuelles. Donc, plus le temps passe, plus d'informations étant englouties par Windows Admin Center, et plus il va pouvoir être précis sur le fait que dans peut-être 2 jours, 2 semaines, 1 mois, votre VM va arriver à saturation niveau espace de stockage. Et de là, ça vous évitera une chose, ça vous évitera un downtime, une erreur de machine virtuelle
en se disant elle va tomber parce qu'elle n'aura plus de possibilité d'écriture en termes de stockage. Et ben en fait, tout ça, ça vous le prédit. Tout ça va vous prédire l'état de capacité de data utilisable sur votre VM, et à savoir quand est-ce qu'il n'y aura plus d'espace pour travailler. Donc, il y a plein de choses que Windows Admin Center arrive à prendre en compte. Mais ça, on reste une qualité très importante en disant qu'on a vraiment une vue d'ensemble, sur Azure Stack HCI, mais pas que. Je le répète, les clusters traditionnels Hyper-V seront aussi gérés par Windows Admin Center, le cloud également. Là-dessus, sur cette slide que vous pouvez voir, effectivement, on peut voir les alertes qu'on va avoir très rapidement sur des VM, sur nos VM. Hervé, j'ai l'impression qu'on a perdu le son de Jonathan. Oui, exact. On a perdu le son de Jonathan. Je vais juste le remettre. Vous allez m'excuser pour cette petite. Hop. Donc, par contre, on a été. Voilà. Un petit peu avant. Tout petit peu avant. Voilà, par ici. Hop, on va remettre le son. Donc, c'est bon. Désolé pour ce petit contretemps. Je relance tout de suite la vidéo. Le fait de pouvoir le gérer à distance, le gérer de chez soi et de pouvoir être alerté à tout moment d'une problématique qui va arriver sur notre infrastructure. Donc, pour continuer, là, vous allez pouvoir voir tous les VM qui tournent actuellement sur cet exemple, notamment avec justement les ressources, comme on a pu en parler, de chacune de ces VM. Mais en allant plus loin, on aurait pu aller aussi sur le hardware directement et voir si on avait un disque qui s'apprêtait peut-être à avoir trop de latence, à avoir trop d'erreurs. Et à ce moment-là, on aurait pu se dire que, en soi, Windows Admin Center a le devoir, parce qu'elle le peut, de pouvoir sortir un disque qui va tomber en panne. D'accord ? Si vous regardez les slides qui vont arriver derrière, c'est que on a, en plus de Nested Resiliency, qui est quelque chose qu'on va parler juste après ceci, la possibilité d'avoir un ensemble de plusieurs disques durs sur notre solution HCI. Par exemple, comme l'exemple juste avant, 2 serveurs. Et sur ces 2 serveurs, on va avoir plusieurs tirings, plusieurs disques. Tous ces disques, en fait, sont gérés par Windows Admin Center. Et du coup, à chaque fois qu'on va rencontrer des problèmes sur un des disques, à chaque fois, celui-ci va remonter dans Windows Admin Center et du coup, va être identifié par la solution comme un disque défectueux. Et s'il devient défectueux, à ce moment-là, il va directement l'éjecter de sa grappe pour éviter les corruptions de données. Ça va de soi. Mais en soi, c'est pour ça que la solution en elle-même est très ingénieuse et vraiment nous permet vraiment d'être sécurisés par rapport à ça. C'est que ce soit matériellement parlant ou au niveau de son cluster de virtualisation, de stockage, en soi, on peut savoir à tout moment ce qui va se passer. On a pu vraiment prendre un up sur la sécurité de son infrastructure, notamment avec Nested Resiliency. Alors, c'est la slide qui avait juste précédente, celle-ci, où on vient parler en fait d'un exemple avec 2 serveurs où on se dit qu'en réalité, on peut avoir plus qu'une panne. Et ça, je vais vous prendre un dessin pour qu'on soit un peu plus explicite là-dessus. C'est celui-ci. On prend comme exemple, par exemple, 2 serveurs. Ces 2 serveurs sont connectés l'un vers l'autre. Et sur chacun de ces serveurs, on ne va pas parler de cache ou autre, on va juste parler des disques de capacité. On va dire que sur chacun de ces serveurs, on a 6 disques de 1 Tera. Et pareil sur le deuxième serveur. Là, encore une fois, on parle d'une solution Azure Stack HCI. Donc là, sur cet exemple que je suis en train de vous donner, en fait, on prend 2 serveurs, qui est une solution robot, donc une solution miroir, comme vous aurez pu le rencontrer avec un RAID 1, si ça vous dit quelque chose. C'est-à-dire
on utilise la capacité de l'un pour l'utilisation, la production, et le deuxième disque, et encore ce que je viens de dire est très grossi, hein, techniquement parlant, c'est pas exactement ça, mais c'est ce que ça veut dire. Le deuxième disque, lui, sert de sécurité. Si jamais un des disques tombe, l'autre reprend la relève. Et ben là, c'est pareil. Dans nos solutions Azure Stack HCI, on a 2 serveurs. Si on a un qui tombe, l'autre peut reprendre la relève. Mais par contre, du coup, à défaut, ben, ça joue sur la capacité totale utilisable sur notre solution Azure Stack HCI. Donc là, comme on dit, nos 2 serveurs forment une unité. Sur ces 2 serveurs, comme je vous l'ai écrit, on a 6 disques de 1 Tera sur l'autre et 6 disques de 1 Tera sur le deuxième. En soi, l'ensemble est censé nous donner 12 Tera. Mais comme on a une sécurité, vu que c'est un miroir, le deuxième serveur n'est là que pour la sécurité. Si l'un tombe, l'autre reprend la relève. Donc en soi, utilisablement parlant, on n'a que 6 Tera. Mais au moins, on a de la sécurité. D'accord ? Si on avait la totalité des 2 serveurs, que la production tenait sur 12 Tera, donc il n'y aurait aucune sécurité en soi, imaginez que vous avez une panne d'un disque sur l'un des serveurs, vous perdez la totalité de votre production. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut quand on parle d'Azure Stack HCI. C'est pour ça que la solution qui commence par 2 nodes, en mode miroir, eh ben, on se retrouve peut-être avec de la capacité utilisable qui est divisée par 2 sur notre cas, mais en soi, on se retrouve avec 6 Tera utilisables et sécurisés. Quand on parle de Nested Resiliency, on se dit que c'est une sécurité en plus. D'accord ? Sur une solution par défaut, on aurait ceci comme exemple, 6 Tera utilisables. Mais si on vient incorporer Nested Resiliency en plus dans notre infrastructure, eh ben, on va rajouter quelque chose qui pourrait très bien arriver. Imaginez que le serveur B tombe ou soit en maintenance et qu'il n'y ait plus que le serveur A en production. Si le serveur A lui arrive, et par le plus grand des malheurs, ça pourrait arriver, se retrouve avec un disque défectueux. Donc, on perd un disque. Dans ce cas-là, précisément, votre production est down. Et donc, du coup, en soi, soit vous avez la possibilité de perdre quelques heures pour remonter en fait, votre backup, le temps de réparer, en fait, de changer ce disque, de remettre en production le serveur B, etc. Et du coup, vous avez la possibilité de pouvoir perdre quelques heures au sein de la production et de tout remonter, et du coup d'avoir 6 Tera total à pouvoir utiliser, soit on vient implémenter en plus Nested Resiliency qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'avoir une panne supplémentaire. Comment ça marche ? Ben, c'est simplement que la solution en elle-même va venir prendre 1 ou 2 disques en plus, va les mettre de côté pour la sécurité et va pouvoir, via un calcul, pouvoir gérer l'erreur qu'il pourrait avoir en plus sur le serveur A si le serveur B tombe en panne. Donc, c'est vraiment en fait se dire que on vient gagner de la sécurité et là encore, c'est vraiment se dire où est-ce que je dois emmener le niveau de sécurité de mon entreprise. Est-ce que je l'emmène au maximum en sachant que je vais devoir dépenser un peu plus pour des disques de plus grosse capacité? Parce que dans d'autres cas, si on vient rajouter Nested Resiliency, on gagne plus de sécurité, mais je viens mettre 2 disques. Donc à ce moment-là, je n'aurai plus 4 Tera utilisables. Je n'aurai plus 6 Tera utilisables, mais 4 Tera utilisables. Ou est-ce que simplement je reste sur une infrastructure traditionnelle Azure Stack HCI où j'ai la possibilité de perdre un serveur complet ou une erreur sur un des 2 serveurs. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Est-ce qu'on a besoin de plus de sécurité ou est-ce qu'on a besoin de plus de stockage? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte hein, qui peut paraître peut-être complexe en soi quand on en parle comme ça, mais j'essaie vraiment, et encore techniquement parlant pour ceux qui sont là avec nous et qui sont beaucoup plus dans la technique, c'est très grossier, mais c'est juste pour montrer l'ensemble d'une façon générale, d'accord, et que tout le monde puisse comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la connective qu'on peut avoir avec le cloud. Quand on parle de possibilité de connecter, se dire qu'on a son on-premise et que derrière, on veut avoir encore plus de sécurité en se disant je veux avoir quelques VM qui soient toujours à disposition si jamais j'ai mon bâtiment qui prend feu ou autre. Ça, on a la possibilité de le faire. C'est de l'hybridation.
d'accord, l'hybridation avec le cloud de Microsoft, c'est-à-dire avoir une VM qui tourne en on-premise, mais qui peut être totalement basculée sur le cloud en direct et pouvoir continuer à fonctionner avec son entreprise ou les clients qui sont à l'extérieur. Donc, quand on parle de ça, il faut vraiment qu'on puisse différencier 3 choses. C'est Azure, Azure Stack et Azure Stack HCI. Donc, Azure, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le cloud total de Microsoft. Donc, ça veut dire que son infrastructure sera basée totalement sur Azure. On a de l'autre côté Azure Stack HCI, qui est là, pour le coup, une solution totalement on-premise, avec pourtant la possibilité d'avoir des services de Azure implémentés dessus. Et on a l'entre-deux. On a Azure Stack Hub qui va pouvoir avoir en 2 parties, hein, c'est-à-dire avoir une unité avec son on-premise et le cloud. Si j'ai une VM qui prend plus de ressources et que pendant un temps déterminé, je vais avoir de beaucoup plus que ce que me propose mon infrastructure on-premise, ben je vais pouvoir déplacer cette VM sur le cloud de Microsoft Azure en disant que pendant un temps déterminé, je vais aller utiliser en fait des ressources se trouvant dans le cloud et pouvoir répatrier cette VM sur le on-premise en disant que bah là, j'en ai plus besoin. Donc ça, c'est vraiment en disant on partage entre les deux, c'est la solution hybride qu'on a sur Azure Stack. Voilà, c'est peut-être beaucoup d'informations, mais dites-vous que voilà, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est notre infrastructure existante. On a la possibilité de pouvoir tout gérer en on-premise. Et via Windows Admin Center, bah, cette solution par rapport au temps de crise qu'on a aujourd'hui peut être gérée de chez vous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous êtes chez vous, vous pouvez gérer votre infrastructure, les problèmes que vous pourrez rencontrer là-dedans, les demandes qui vont vous arriver. Vous n'avez pas besoin d'être sur site pour pouvoir le gérer, parce que Windows Admin Center vous permet de le faire. Et ce qui est une bonne chose, et qui peut vraiment aider aux entreprises, c'est le fait de pouvoir recevoir des alertes en temps réel par SMS. Donc, c'est Azure Monitor qui fait ça. Si vous avez un problème sur un disque, sur un serveur, sur une VM qui va avoir son stockage qui va être vraiment saturé, vous allez pouvoir recevoir via Azure Monitor, d'accord, en complément de Windows Admin Center, une alerte sur votre téléphone en direct. Et ça, par contre, c'est pas moindre, parce qu'à ce moment-là, on ne pourra pas vous dire que je ne savais pas qu'il y avait une problématique sur notre production. Là, malheureusement, tout le monde peut être au courant. Enfin, malheureusement, c'est compris. Mais voilà, en soi, Azure Stack, c'est un ensemble de nouveautés. C'est quelque chose qui nous apporte énormément de sécurité et qui, aujourd'hui, est nécessaire dans la période dans laquelle on est. D'accord ? On n'a pas la possibilité de tous au sein de notre entreprise. Là, on fait beaucoup de remote, beaucoup de personnes font du remote. Et quand on parle de Windows Admin Center, ça prend tout son sens. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, Hervé. Et n'hésite pas si tu veux que je réponde à autre chose. Écoute, merci Jonathan. Ce que je vous propose maintenant, c'est en tout cas, merci pour toutes les informations. J'espère que vous, chers amis revendeurs, vous avez compris à quel point Azure Stack HCI aujourd'hui est véritablement une solution pérenne qui permet à toutes les entreprises de pouvoir gérer au mieux leur infrastructure. Quand on parle serveur, on a aussi besoin de parler de licensing, bien évidemment. Est-ce que par rapport au licensing, Jonathan, tu peux nous expliquer ce qu'est le licensing par cœur, par processeur, afin que nos participants ici y voient un peu plus clair? Alors, je vous repartage tout de suite mon écran. Et voilà pour la partie licence. Excusez-moi, il y a un petit souci au niveau du fichier multimédia, mais c'est pas grave, je vais aller tout de suite le récupérer et vous le partager différemment.
Tu me dis Hervé, si besoin, je peux coller la slide directement. Le licensing. Non, bah écoute, je vais le partager d'une Ça va. autre façon. C'est pas grave. Comme je dis, c'est toujours lié au direct. Ça me rappelle un peu Patrick Poivre d'Arvor à l'époque qui avait interviewé Fidel Castro, mais qu'il n'avait pas dit lui que c'était une annonce, une vidéo enregistrée. Et le gros scandale. Voilà, le gros scandale à l'époque. Hop, je vous partage cette vidéo tout de suite. Et voilà. Donc vous allez voir Jonathan qui est juste en bas. Donc c'est une interview qu'on a réalisée la semaine dernière. C'est parti. Juste un petit souci de son, on n'entend pas Jonathan en fait. Il y a aussi 50% de remise sur la licence. Voilà, ça devrait être bon. C'est pas négligeable. Ça marche. Sachant qu'une licence On va la peut avoir un relancer. certain coût. Et l'open. Alors, oui, je vais vous expliquer en fait le licensing. Je vais vous expliquer le licensing de Windows Server 2019, qui est le même en fait que Windows Server 2016. Mais avant ça, il faudrait quand même qu'on puisse parler de pourquoi OEM et pourquoi Open. Un petit rappel assez simple. Quand on parle de licensing en OEM, on vient prendre une licence qui est vendue avec un matériel et qui bénéficie en fait de la remise de celui-ci. Donc en soi, si vous avez 50% de remise sur un serveur, il y a aussi 50% de remise sur la licence. Donc c'est pas négligeable, en sachant qu'une licence peut avoir un certain coût. Et l'open, quant à lui, est une licence qui n'appartient pas à un serveur, qui n'a pas besoin d'être vendue avec un serveur. Le défaut de la licence en OEM, c'est que celle-ci vit et meurt avec son matériel. Si votre matériel, après 7 ans, vous le jetez, vous jetez aussi la licence. En open, vous gardez cette licence. C'est ça le gros avantage que vous avez dessus. Vous pouvez la déplacer d'un serveur à un autre, en sachant qu'il y aura quand même une contrainte de 90 jours, que ce soit de l'open avec la software assurance ou non. On pourra en parler un petit peu plus après. Pour pouvoir expliquer un petit peu le licensing, parce qu'il peut y avoir des petits détails à prendre en compte, il faut qu'on puisse savoir quelle édition existe sur Windows Server 2019. La première version, c'est la version Windows Server Essential. Donc, c'est une version qui est amenée à disparaître sur les prochaines sorties de Windows Server, tout simplement parce que c'est une édition qui est très peu connue et qui sert réellement aux petites entreprises d'accord. Elle n'est utilisable que pour un nombre de 25 utilisateurs et pas plus. Dès lors que vous dépassez ce nombre, vous devez passer sur une version supérieure. Et en soi, il y a tout d'incorporé dessus. On ne parle même pas de CAL ou quoi que ce soit sur une version, sur une édition Windows Server Essential, mais celle-ci a un avantage certain, c'est son prix. D'accord. Elle est vraiment très, très économique, d'accord, pour toutes les entreprises qui vont commencer. La version la plus utilisée, la plus vendue, ça va être Windows Server Standard, qui vient inclure toutes les fonctionnalités de Windows Server, hormis Stack HCI. En sachant que Windows Server Standard vous permet d'avoir 2 VM. Mais si vous avez besoin de plus de VM, il faut savoir que cette licence est additionnable. Donc si vous avez besoin de 4 ou de 6 VM, vous aurez la possibilité de pouvoir prendre 1 ou 2 licences supplémentaires. Ainsi de suite. Si vous avez pu regarder sur le côté au niveau de notre slide, j'ai des petits astérisques avec le prix. C'est des prix approximatifs et non remisés. D'accord. N'oubliez pas, on peut remiser chez un constructeur ou un partenaire 30, 40, 50%, peu importe l'accord que vous avez avec votre partenaire. Mais donc du coup, la licence en elle-même prendra la même remise. La version de l'addition de Windows Server, qui est la premium, la version au-dessus des autres, c'est Windows Server Data Center. Donc, celle-ci vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités de Windows Server ainsi que Azure Stack HCI. Et pour le coup, vous permet d'avoir un nombre illimité de machines virtuelles. Donc, c'est super.
Parce que en soi, vous n'avez même plus la problématique de se dire est-ce que je vais venir acheter des licences supplémentaires par rapport au nombre de VM que je vais avoir besoin. Sachant que le nombre de VM dans une entreprise peut très bien évoluer avec le temps. Et ben, avec une version Data Center, vous n'avez même plus besoin d'y penser parce que celle-ci vous permet d'avoir un nombre illimité de VM. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que l'OIM, le gros défaut de celle-ci, c'est qu'elle est attachée à un serveur. Et du coup, bah en soi, comme je l'ai dit, je le répète, même si c'est un faux argument pour ma part, si jamais votre serveur doit être changé, bah à ce moment-là, il vous faudra racheter une nouvelle licence OIM ou Open, par rapport à votre choix. Mais du coup, juste pour faire un tout petit point là-dessus, sachez que si vous achetez en Open, parce que vous dites que vous voulez garder la licence, vous achetez une version Windows Server 2012, par exemple, qui a 7 ans, et que vous avez payé plus cher votre licence en vous disant je vais la garder pour mon serveur quand je vais le remplacer. Et ben, le serveur aujourd'hui sont testés et sont optimisés pour les versions d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'une version Windows Server 2012 que vous avez achetée il y a 7 ans fonctionnera beaucoup moins bien qu'une version Windows Server 2019. Et c'est totalement logique. Donc en soi, au bout d'un moment, vous allez devoir racheter une licence. Et c'est dommage, parce que si vous l'aviez acheté en OIM, vous aurez économisé de l'argent qui vous aurait permis, en changeant votre serveur, de pouvoir acheter une nouvelle version de Windows Server à moindre prix en la prenant en OIM. Et le défaut de la prendre en OIM en disant que voilà, elle vit et meurt avec le serveur, faut se dire qu'en OIM, il y a une version bis de Data Center qui est la version Racine, qui est une version qui s'achète en OIM, mais qui a les mêmes vertus qu'une licence en Open. C'est la possibilité de pouvoir être bougé tous les 90 jours d'un serveur à un autre, et du coup, a les mêmes avantages que la version de base, c'est-à-dire avoir le nombre illimité de VM. Bien sûr, celle-ci est légèrement plus chère, mais peut avoir la même remise, le même taux de remise que le serveur. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Et du coup, pour continuer sur le licensing serveur, il faut parler aussi de comment on licencie un serveur. Donc, cette slide qui est assez généraliste va vous montrer qu'en réalité, toute licence Windows Server doit être licenciée sur un nombre de cœurs de 16 cœurs. En soi, sur un serveur, prenez un exemple concret qu'on va regarder de suite ensemble en prenant un dessin. Hop. On va prendre un exemple, on va prendre un serveur sur lequel on va avoir 2 CPU de 8 cœurs. Ces 2 CPU de 8 cœurs vont être très simples à licencier. Une licence Windows Server, quoi qu'il arrive, vous permet de licencier 16 cœurs. Donc en soi, ici, si on part sur la licence de base standard, ici, il nous faudra uniquement une simple licence Windows Server 2019, 16 cœurs. Chez tous les partenaires et chez tous les constructeurs, vous avez à disposition plusieurs SKU, plusieurs add-ons supplémentaires pour licencier le serveur. Vous avez la licence de base, 16 cœurs, et vous avez aussi une licence additionnelle de 2 cœurs. Avec ça, j'ai la possibilité de pouvoir licencier n'importe quel serveur. C'est-à-dire que si dans mon exemple où j'ai pris un serveur de 2 fois 8 cœurs, donc un serveur avec 16 cœurs, et vu que je sais qu'une licence en elle-même c'est 16 cœurs, par défaut, je licencie avec une licence simple et j'aurai licencié la totalité de mon serveur. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je prends un serveur et que sur ce serveur, je n'ai pas 2 fois 8 cœurs, mais que j'ai 2 fois 10 cœurs? Je me retrouve avec un serveur qui fait 20 cœurs au total. Et en soi, dites-vous que si jamais vous voulez licencier ce serveur en Windows Server, il vous faudra licencier l'intégralité des cœurs de la machine. Donc, pour faire très simple, avec les SKU que je vous ai donnés à droite, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Et là, comme on doit licencier
l'intégralité des cœurs de cette machine, on va venir rajouter des add-ons supplémentaires de 2 cœurs. Comme j'ai 20 cœurs, licence de base 16 cœurs et mes add-ons de 2 cœurs x 2, ça me permet d'avoir un licensing Windows Server de 20 cœurs sur un serveur qui a 20 cœurs au total. Et ainsi de suite. On ne va pas forcément rentrer sur le détail du nombre de VM, même si en soi on le pourrait. Dites-vous que quand on licencie l'intégralité des cœurs de la machine avec du standard, et ben là on aura le droit à 2 VM. Mais que si je veux plus de VM, comme je vous en parlais tout à l'heure, où on a le fait de pouvoir additionner nos licences standards, ben si je veux 4 VM par exemple, et ben à ce moment-là, je reproduis ma première ligne, 16 cœurs, et 2 fois 2 cœurs. Et là, j'aurais licencié mon serveur en Windows Server 2019 standard pour avoir 4 VM au maximum. Et ainsi de suite, je pourrais continuer à multiplier mes lignes pour avoir de plus en plus de VM. En soi, n'oubliez pas une chose, c'est que si je reviens sur le schéma, sur le slide précédent, où je vous ai mis le prix approximatif, c'est notamment pour vous rappeler une chose, c'est qu'il sera toujours conseillé auprès de tout revendeur et de tout constructeur qu'à partir environ de 11 à 12 VM, qui sera beaucoup plus rentable de partir sur le data center. Les prix approximatifs ne sont pas là pour rien, c'est aussi pour vous montrer que comme une licence standard de 2 VM qui équivaut à 1 000 €, c'est-à-dire qu'à partir de 13-14 VM, on sera sur le même prix que le data center. Et donc, du coup, si on est sur le même prix que le data center, il est quand même beaucoup plus avantageux de prendre une licence où j'ai la possibilité de pouvoir continuer à avoir des VM que rester fixe sur des licences standards où je serai avec un nombre défini de machines virtuelles. Donc, ça, c'est le licensing rapide de Windows Server avec beaucoup de détails en plus qu'on pourrait y rajouter. Mais en soi, dites-vous que quand vous avez la logique de Windows, du licensing Windows Server, vous aurez une facilité à pouvoir sizer certaines configurations ou d'autres et pouvoir comprendre les licences déjà mises en place sur votre infrastructure. Merci John pour ces informations liées à Windows Server et au licensing. Je pense que c'est toujours utile et pratique d'avoir ce type d'informations, parce que c'est vrai que le licensing, c'est toujours quelque chose de touchy. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder rapidement la partie CAL, bien évidemment, les licences d'accès client. Pourquoi les licences d'accès client? Parce que déjà, ça vous permet à vous, chers amis revendeurs, de générer du revenu supplémentaire. Vous le savez, les licences d'accès client sont obligatoires et disponibles en OEM. Donc, les CAL sont complètement agnostiques. Donc, vous pouvez acheter des CAL OEM même si vous n'avez pas acheté votre serveur en OEM. Et puis, l'autre information qui est intéressante, les CAL de Windows Server 2019 vont être valables, bien évidemment, sur les versions précédentes. Donc, bien faire le choix en termes de CAL pour pouvoir, vous, chers amis revendeurs, générer du revenu supplémentaire et faire en sorte que vos clients puissent accéder, bien évidemment, à leur serveur. Je vais vous faire une analogie toute bête, mais les CAL, c'est un peu comme le permis de conduire. Dans l'absolu, tout le monde peut conduire une voiture sans permis, mais légalement, c'est mieux de l'avoir. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose pour les CAL. Il est vraiment important pour que l'entreprise soit en conformité, que chaque utilisateur, comme vous pouvez le voir avec les CAL utilisateurs sur ce slide, où chaque appareil qui est connecté au réseau, ou les CAL RDS pour tout ce qui est bureau à distance, soit véritablement effectif dans l'entreprise. Voilà pour cette partie. Je vous propose maintenant, pour respecter les délais et pouvoir finir dans les temps, même si on a commencé un peu plus tard, c'est justement faire appel tout simplement à Claire. Claire, tu es avec nous encore une fois ce matin. Est-ce que tu peux peut-être te représenter vite fait pour les personnes qui n'ont pas forcément assisté aux 2 Channel Connect précédents et puis nous parler tout simplement des opportunités marché liées à Windows Server, à la fin du support de Windows Server et puis à toute cette partie remote working? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc Claire Grandjean, je suis catégorie manager sur la partie B2B chez Microsoft. Du coup, je m'occupe actuellement d'Office, de la partie PC Windows et également de serveurs.
Je pense qu'un des points hyper importants, donc on regarde vraiment sur, quand on essaye de voir un peu quelles sont les opportunités dans les prochains mois sur serveur, et John a commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est au niveau de la base installée. Si on regarde aujourd'hui, une des spécificités qu'on a un petit peu sur le marché français, c'est qu'on a une base installée qui est extrêmement vieille en fait, beaucoup plus même que les autres pays, ce qui fait qu'on a presque 70% de cette base installée qui tourne sur un OS qui n'est plus supporté, donc qui est Windows 2008. Donc, enfin voilà, on en a parlé tout à l'heure. Il y a évidemment un gros risque pour les entreprises qui continuent à faire tourner des serveurs sur des OS qui n'ont plus de mise à jour de sécurité et du coup avec des devices qui vont être exposés. Donc, on a un travail comme ça à faire de migration. On pense que cette base installée aussi de vieux serveurs, elle est aussi beaucoup sur tout ce qui va être un petit peu la breadth, donc des petites PME, des plus petites entreprises qui sont peut-être plus compliquées à aller chercher, qui achètent peut-être pas régulièrement du matériel IT et du coup qu'on ne touche pas aussi souvent qu'on peut toucher des entreprises peut-être un petit peu plus mid-market où on va être capable de faire ce travail d'éducation, on va pouvoir leur expliquer pourquoi il y a cet impératif de migrer. Un des éléments aussi qui est assez intéressant, alors qui n'est pas très positif en termes de gabegie, mais qui est intéressant à creuser aussi, c'est de regarder au bout de combien de temps est-ce que les entreprises aujourd'hui vont renouveler ce matériel informatique. On voit qu'il y a pas mal d'années, c'était peut-être 5 ans. Aujourd'hui, ça devient plus proche de 7 ans, en fait, avant qu'il y ait un renouvellement qui est fait de hardware. Et ce que ça montre aussi également, et John en a parlé tout à l'heure, c'est, voilà, quand on essaie de voir quelle est la licence qui correspondra le plus aux besoins du client, bah, en fait, on se rend bien compte qu'avoir une licence open, dont l'intérêt principal est de pouvoir le réinstaller sur un nouveau hardware, ça n'a pas de sens pour la majorité des clients. Parce que quand vous changez tous les 7, tous les 8, tous les 9 ans votre hardware, bah, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une licence EIM que vous allez mettre sur un nouveau hardware, quoi. Vous avez la possibilité un OS qui a été acheté il y a 8 ans, il ne vous offrira ni la sécurité ni la productivité dont vous avez besoin. Donc, vous avez tout intérêt à acheter une licence EIM qui va être moins chère, à l'acheter en même temps que le hardware et à renouveler après cette OS en même temps que vous allez renouveler le hardware. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qu'on voit et qui sont assez spécifiques au marché français aujourd'hui. Et justement, tu aurais des conseils à donner à nos revendeurs justement pour attaquer, je dirais, ce marché et proposer Windows Server 2019 à leurs clients? Sous quel axe, à ton avis, doit-il On sait qu'il y a aujourd'hui ce qui bloque en fait, ce qui freine un petit peu la migration. Il y a plein de choses. Il y a souvent un petit peu peut-être un peu de méconnaissance aussi des implications, de se dire ça va être trop compliqué de migrer mon infrastructure, ça va être trop cher, ou j'ai développé des apps business qui sont spécifiques et qui fonctionnent spécifiquement sur cette OS. Donc on sait et on comprend en fait un petit peu toutes ces problématiques qu'il peut y avoir et on sait qu'il y a vraiment un travail d'éducation à faire et de répétition aussi pour essayer de soulever, de supprimer un peu tous ces problèmes-là. Surtout que, voilà, on a un peu des études pareilles qu'on fait en ce moment pour essayer de comprendre un peu où en sont les entreprises sur les projets IT. Est-ce que c'est des projets qui ont, avec la crise du Covid, est-ce qu'ils ont annulé leurs projets de développement? Est-ce que ça les a accélérés? Est-ce que ça les a décalés et tout? Et c'est vrai que, on a un sondage un peu bête, mais c'est de dire, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui prend une décision sur vos projets IT? Est-ce que c'est le CIO? Est-ce que c'est le CEO? Ou est-ce que c'est le Covid? Et de la majorité des entreprises, c'est ça en fait. C'est que le projet, finalement, la transformation digitale des entreprises en quelques mois a été accéléré de 2-3 ans. Et aujourd'hui, des projets qui étaient pensés comme des entreprises qui disaient il faut qu'on se transforme, mais voilà, on ne sait pas encore quand, on n'a pas forcément encore le budget, c'est un projet compliqué et tout ça. Aujourd'hui, ça devient un impératif. Et je pense qu'il faut vraiment se dire comment est-ce qu'on prépare avec des nouveaux outils, avec ces nouveaux OS, comment est-ce qu'on aide les entreprises à se transformer et à faire face à la crise de la meilleure manière. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations, Claire. Je pense qu'elles ont été utiles à l'ensemble de nos participants. Ce que je vous propose, c'est pour respecter les délais, c'est de vous dire merci encore une fois d'avoir été présent. Merci Claire d'avoir participé à l'ensemble de ces Channel Connect. Je t'en remercie d'avoir essuyé mes petits soucis techniques et de m'avoir aiguillé aussi pendant ces petits soucis. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir été présents ce matin pour cette session autour de serveurs. Comme je vous l'ai dit en préambule, nous, on recherche vraiment,
On a vraiment cette volonté de créer une communauté autour de Windows Server. Donc, on reviendra vers vous très, très prochainement avec Jonathan. En attendant, bien évidemment, toutes les informations que l'on a partagées avec vous ce matin vous seront envoyées dans un mail très, très prochainement, avec bien évidemment le replay de cette présentation. Vous, de votre côté, si vous avez des questions, si vous avez des besoins en termes de contenu, d'outils de formation, des outils, pourquoi pas aussi pour communiquer auprès de vos clients sur ces fins de support, donc tout ce qui est contenu marketing, bannière, emailing, etc. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi. Je vais bien évidemment vous partager mon adresse email dans les commentaires. Sinon, vous pouvez bien évidemment me contacter sur LinkedIn, sur mon profil Hervé Chiknagy ou via le Partner Club. Vous êtes tous normalement adhérents du Partner Club, donc vous connaissez cette solution. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter via le LinkedIn pour tous les besoins que vous pouvez avoir en termes de formation, outils d'aide à la vente, support marketing. On est vraiment là pour vous aider à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, encore merci d'avoir été présent ce matin et puis je vous dis un très bon business. Profitez bien de ces fins de support, keep safe et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à toutes. Au revoir.